Il n'y a jamais eu autant de détenus en France. Pour moi, c'est un sujet de sombre colère. On a beaucoup de détenus qui nous écrivent. Vous frémissez en permanence de l'état d'insécurité et de mise en danger des autres. Mais allez-y, quoi. Allez voir comment ça se passe en vrai. Souvent, je pense à notre devise liberté, égalité, fraternité. Je crois qu'il ne nous reste plus que la fraternité. En France, les prisons sont vétustes et surpeuplées. Les enfants hospitalisés en psychiatrie sont parfois admis dans des unités pour adultes faute de place. Bref, les droits fondamentaux des personnes enfermées ne sont pas toujours respectés. On le sait en partie grâce à une autorité administrative indépendante, le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Et depuis 2020, la contrôleuse, c'est Dominique Simoneau et elle est avec nous aujourd'hui pour l'entretien d'actu. Bonjour Dominique. Bonjour. Donc vous avez d'abord été éducatrice spécialisée à la pénitentiaire, puis vous avez été journaliste judiciaire. Et aujourd'hui, vous êtes donc contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Quand on pense à ces lieux, on pense évidemment aux prisons, mais ce n'est pas le seul type de structure que vous allez contrôler. Quel est le cadre de votre action ? Alors, si je vous reprends la loi de manière très formelle, je vais vous dire, nous contrôlons tous les lieux où des gens sont enfermés sur décision judiciaire ou administrative. Enfermés ou privés de liberté, on dit bon. En gros, je peux vous résumer, ce sont les locaux de garde à vue, les centres de rétention administrative pour les étrangers frappés d'OQTF, les prisons bien sûr, les hôpitaux psychiatriques dans les services fermés, c'est-à-dire de soins sans consentement, et puis les zones d'attente dans les aéroports ou ailleurs. Donc c'est beaucoup de lieux, c'est plus de 5000 lieux. On n'est pas une grosse équipe, mais on est en tout cas... Il y a 5 équipes de contrôleurs qui partent tous les mois, tous les 15 premiers jours du mois, qui se répartissent dans tous ces différents lieux. Ils notent tout, ils observent tout, ils discutent de tout, ils discutent avec tout le monde, que ce soit les gens qui sont enfermés ou ceux qui travaillent dans ces lieux. Parce que ça, justement, le point commun entre tous ces lieux, c'est que ce sont des lieux qui sont un peu à l'écart de la société et où, à part si on est usager ou un professionnel qui travaille dans ces lieux-là, en fait, c'est très difficile de savoir ce qui s'y passe entre ces murs. Vous êtes la seule autorité, du coup, tout à fait. à y aller. Et d'ailleurs, quand j'étais journaliste, mais c'est très rare que j'ai eu le droit de rentrer dans ces lieux. Pour entrer dans un centre de rétention, je me faisais passer pour la cousine d'un retenu. C'était il y a bien longtemps, hein, c'est prescrit. En prison, on me disait oui, mais non, non, vous pouvez pas rester tant de temps, non, parce que moi je voulais y passer du temps. C'est que quand on passe du temps dans les endroits qu'on se rend compte de ce qui s'y passe. Et bien, c'est bien ce qu'on fait maintenant. On y passe, par exemple, une prison, on va rester, selon qu'elle est petite ou grande, on va y rester 1 semaine ou 15 jours. Si on va à Fresnes, on va être beaucoup de contrôleurs et on va rester beaucoup de temps. Mais il n'y a qu'avec le temps qu'on voit ce qui se passe, qu'on peut comprendre, que les gens nous acceptent, discutent avec nous. C'est ça qui est passionnant aussi. Et votre rôle, c'est de vous assurer que les libertés fondamentales de ces personnes enfermées soient respectées. De quoi on parle quand on parle de liberté fondamentale ? Alors vous avez raison, parce que nous, on ne dit pas liberté fondamentale, parce que effectivement, c'est un côté un peu ridicule, ou un peu de dire on vient contrôler si vos libertés sont bien respectées. Ben non, tous ces gens sont enfermés. On vient contrôler que leurs droits sont respectés, leurs droits fondamentaux. Donc, ça veut dire, je ne sais pas, le droit à l'éducation, le droit de bien manger, le droit de ne pas être maltraité, le droit d'avoir accès aux droits, le droit. Et puis, on impulse, nous aussi, ce qu'on pense être des droits qui sont négligés. Par exemple, je vais vous parler du portable en prison. Je sais que ça choque du monde, mais en fait, je crois que, effectivement, comme vous le disiez, nos concitoyens, comme ils ne savent pas comment c'est dedans, ils se disent, ils ont le téléphone en cellule. Oui, ils ont le téléphone en cellule, mais ils sont 4 dans la cellule, en maison d'arrêt. Si vous croyez que c'est facile d'appeler son avocat pour parler de son histoire, d'appeler sa femme pour dire je t'aime, d'appeler ou autre chose, d'appeler ses enfants pour leur dire de prendre la voix de papa, parce que je dis papa parce que vous savez que nous les femmes on est 3,6% de la population carcérale, et de dire gna gna, de faire
le papa gâteau devant tout le monde dans la cellule. Non, c'est difficile. Donc, effectivement, la détention, ça grouille de portable. Ben, nous, on dit, puisque ça grouille de portable, le téléphone, dans la cellule, il est 11 fois plus cher qu'à l'extérieur. 11 fois plus cher que ce que nous, on paye. J'ai vu une dame, elle payait 300 à 350 euros par mois pour appeler ses enfants 3 fois par jour. Nous, avec nos forfaits... Il faut bien prendre ces difficultés qui sont plus que des difficultés, qui sont, disons, des entraves dans la vie quotidienne permanente. Et je rappelle que tous les détenus sortiront un jour, qu'un nombre infime est détenu pour des crimes horriblement graves, et ne sortiront pas d'ailleurs. Mais les autres sortent, autant qu'ils sortent dans un état qui leur permette de vivre dans la société, autant les rendre à la société en meilleur état que en ayant été privés des... Alors là, je reprends votre mot, des libertés les plus élémentaires. Et vous parlez des téléphones portables, et il y a aussi un enjeu qui revient souvent, sur lequel vous avez fourni plusieurs rapports, c'est la surpopulation carcérale. Et ce qu'on voit, c'est qu'elle est plus importante dans les maisons d'arrêt où les gens sont condamnés soit à de la détention provisoire ou à de courtes peines que voilà, pour les longues peines. En fait, du coup, il y a quelque chose qui semble pas très logique là-dedans. Alors, effectivement, ça peut paraître pas très logique et ça ne l'est pas du tout d'ailleurs, vous avez raison. Simplement, on s'est fait à cette idée. Alors, les longues peines, comme ça va durer 10 ans, 15 ans, enfin plus de 5 ans en tout cas, c'est-à-dire c'est long, on a considéré, j'imagine, là, il y a un numerus clausus qui s'applique. Et pour les longues peines, c'est 1 par cellule. Dans les maisons d'arrêt où sont censées se purger les courtes peines, alors on dit jusqu'à 2 ans, en fait, jusqu'à 5 ans, et parfois plus, parce qu'il y a des prévenus, comme vous le disiez, des gens qui sont en détention provisoire, qui attendent leur jugement, parfois depuis 3-4 ans. C'est énorme, c'est 1/4 des détenus. Donc, et c'est à eux qu'on réserve ce sort en maison d'arrêt de la surpopulation carcérale. Il n'y a jamais eu autant de détenus en France. Je vous dirais que pour moi, c'est un sujet de sombre colère et d'amertume aussi. Je me dis quand même, depuis que tu es là, ma vieille, non seulement, c'est pas que ça a changé, c'est que ça a empiré. Oui, donc c'est moche. Et surtout, ça ne met pas en condition les prisonniers de sortir en meilleur état. Comme le ratio des prisonniers monte, celui des surveillants baisse. Il manque 5000 surveillants en France. Donc, ceux qui restent n'ont plus le temps d'amener les gens... les détenus à l'enseignement, au sport, à la promenade, au service médical. Vous voyez, en ce moment, on a en stage chez nous un prof qui est prof en prison. Il nous l'a confirmé, il nous a dit oui, qu'il avait beaucoup de difficultés à voir les détenus. Parce qu'il n'y a pas assez de monde pas assez de surveillants pour les... Vous vous rendez compte ? Dans la même prison. Moi, je vais souvent faire des ateliers en prison, discuter avec les détenus. Ça s'appelle des ateliers citoyenneté. Alors, on parle de tout. Bon, l'autre jour, la prison où j'étais, le premier détenu est arrivé avec 20 minutes de retard et le dernier est arrivé un quart d'heure avant la fin. Il a tout raté. C'est débile, non ? Donc, ça met en place des systèmes où il y a une espèce d'alibi qui permet aux autorités de répondre. Voyez, on a organisé l'enseignement, on a organisé les soins, on a organisé ci, on a organisé ça. Et donc tout va bien. Mais c'est faux. C'est pour ça que ça m'a mise tellement en colère au moment des hommages rendus à la mémoire de Robert Badinter. J'ai entendu des discours, mais totalement hors sol, de magistrats, d'autorités, de personnels politiques qui vous vantaient la jurisprudence, le droit, etc., etc. Et j'avais envie de dire, mais allez-y, quoi. Allez voir comment ça se passe en vrai. Arrêtez de répéter cette litanie ronronnante. Mais le problème, c'est que on a d'autres personnes qui peuvent aller voir ce qui se passe en prison, les élus, que ce soit les députés, les sénateurs, peuvent aller visiter les prisons, et pour autant, certains, à droite ou à l'extrême droite,
ne vont pas voir le problème et au contraire vont pousser vers plus d'incarcération, justement. C'est vrai. Alors, c'est tout à fait vrai. C'est pourquoi je leur en veux, d'ailleurs. Parce qu'ils connaissent, certains font remarquablement leur travail d'élus, ils y vont, ils rendent compte, etc. Mais franchement, ceux qui y vont pour sortir en disant il y a trop d'étrangers, ne pas s'arrêter une seconde sur la surpopulation, ne pas dire que c'est indigne. Ce qu'a fait Éric Ciotti à Nice, d'ailleurs. Il est allé visiter la prison parce qu'il y a eu un incendie. C'est tellement pourri qu'il y a eu un incendie dans les cuisines. Et il est sorti en disant c'est inhumain, c'est indigne, ce que j'ai vu là. Simplement, il faudrait peut-être mettre en accord d'autres discours sur la façon de réprimer les délits et l'inhumanité des conditions de détention. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe exactement un contrôle ? Alors du coup, vous êtes une autorité administrative indépendante, donc vous n'avez pas besoin de prévenir que vous allez contrôler un lieu. Voilà, comment vous choisissez les lieux à contrôler et comment ça se passe ensuite ? Les lieux à contrôler, on les choisit. Vous voyez, par exemple, moi je lis tout le courrier qui arrive. On en a pas mal, des lettres. Hein. Puis on a beaucoup d'appels téléphoniques. Et donc, je note tous les endroits, je lis et je me dis, tiens, ça c'est un gros problème. Alors je note, ça me signale tel endroit, telle prison, etc. On a des signalements par des gens qui travaillent dans les prisons, par des médecins, par des gradés, par la direction, par Radio Prison. On a beaucoup de détenus qui nous écrivent. Donc, et pareil pour les hôpitaux psychiatriques, je dirais que moi, depuis que je suis là, j'ai vu augmenter vraiment le nombre de signalements venant des hôpitaux psychiatriques. Les centres de rétention, c'est beaucoup plus rare parce que c'est plus rare de la part des retenus, mais ça existe. C'est plus rare parce que d'abord, parfois, ils possèdent mal le français pour nous écrire, ils ne trouvent pas toujours la personne pour nous écrire. Mais enfin, des proches peuvent nous écrire. Et puis, il y a tous les gens qui y travaillent aussi. Et qu'est-ce qu'on vous dit, par exemple ? Qu'est-ce que ça peut être un signalement ? Un signalement, c'est, par exemple, au secours, venez m'aider, je vous en supplie. Il y a des cafards, il y a tellement de cafards. Ils sortent de partout, madame. Ils sortent du frigidaire, ils sortent du téléphone. C'est terrible. Madame, la nuit dernière, je me suis levée pour pisser et je me suis heurté à un truc mou et c'était le corps de mon codétenu. Madame, je vous écris parce que je me suis rendue de moi-même aux urgences parce que je me sentais mal. J'ai été immédiatement mise sur un brancard. On m'a ligoté. Ligoté, c'est ce qui s'appelle la contention en mots. C'est-à-dire tenu par 5 points. J'ai passé là 24 ou 48 heures et ensuite j'ai été placée sous contention ou isolée, mais moi j'étais venue de mon plein gré, je ne comprends pas. Je demandais à être soignée pourtant, pas à être maltraitée comme ça. Je vous écris parce que mon fils... Il est mineur, il est désespéré, il est à l'hôpital psychiatrique, on l'enferme des heures. Et il décrit son enfermement avec des dessins. Et d'ailleurs, je me souviens très bien de ce courrier. Il y avait les dessins qui étaient joints. Et je vous assure, il y a des trucs, ça vous broie le cœur. Et quand vous recevez ces signalements, justement, vous allez mettre en place des visites de ces lieux-là ? Alors, j'attends qu'il y en ait un certain nombre. Et puis, vous savez, on travaille avec une équipe qui est faite de médecins, qui soient psychiatres ou pas, de magistrats administratifs ou judiciaires, de directeurs de prison, d'éducateurs ou directeurs protection judiciaire de la jeunesse, d'avocats, de photographes, journalistes. Donc, des informations, il nous en arrive de partout. Plus le fait que quand on se déplace dans des colloques, dans des tas de réunions auxquelles on va tous et toutes au CGLPL, des tas de gens nous interpellent. Par exemple,
Dernièrement, on est allé à la prison pour enfants. Je préfère dire enfant que mineur. Mineur, c'est un mot... Mais vous m'excuserez si je me répète, mais je l'ai déjà dit. Mineur, personne d'entre nous dirait j'amène mon mineur à l'école. Mineur, c'est réservé à certains enfants. Et c'est ces enfants enfermés, justement. Donc, soit délinquants, soit fous, soit pas dans l'art. C'est pas nos gosses, quoi. Et voilà. C'est un moyen de les mettre un peu à l'écart et de se dire... attention, danger. Donc, la Valentine, cette prison, j'étais dans un colloque et on m'a dit, il faut absolument que tu y ailles. C'est épouvantable ce qui se passe, il n'y a plus de surveillants. Un jour, ils ont été obligés de faire venir les troupes d'élite de la pénitentiaire pour garder la prison le week-end, parce qu'il n'y avait plus de surveillants du tout. Et nous, on a trouvé des enfants 23 heures sur 24 enfermés, des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse dont on a demandé où ils étaient et qui étaient en télétravail. Bon, il restait 5 surveillants, il n'y avait plus de cours parce que c'était les vacances scolaires. Je rappelle que les vacances scolaires, quand on est un élève enfermé, ça ne veut rien dire. C'est des vacances pour les profs. Donc ils étaient livrés à eux-mêmes Livrés à eux-mêmes 23 heures sur 24 en cellule. Et quand ils sortaient de là, quand on les faisait sortir 1 heure par jour, ils sortaient comme des cabris, ils couraient comme des dingues, ils sautaient en l'air. Enfin, on voyait, c'est des gamins qui ont 16 ans, qui sont pleins de vie, et qui sont laissés à l'abandon comme ça. Comme j'ai dit à mes collègues en rentrant, je crois que c'est la première fois que j'étais obligée de me pincer, de me faire mal pour pas pleurer. Tellement c'était immonde cet endroit. Et ça caractérise tous les défauts de la prise en charge des détenus, qu'ils soient majeurs ou mineurs, mais c'est beaucoup plus choquant quand il s'agit d'enfants qui sont en devenir, qui sont élevés par la République, soi-disant. Et dont la moitié sortent de l'aide sociale à l'enfance. Il ne faut jamais manquer de s'en souvenir. Quand vous constatez justement ce type de situation, vous allez faire ensuite un rapport très détaillé. Donc du coup, où chacune des personnes qui est venue visiter va apporter son expertise. Comment ça se passe ? Alors, il y a toujours un chef de mission, ou une chef de mission. Ensuite, il y a, selon la taille de l'endroit, à la Valentine, on était 6. Chaque contrôleur a des points de contrôle. Et donc, il les rapporte chaque soir au cours de la discussion commune. Puis après, il est chargé de rédiger pour ses parties de contrôle. D'accord. Alors, donc, ça peut être par exemple la nourriture, l'hygiène, le bruit, la lumière, etc. La discipline, la lumière, l'état de la cellule, l'état des coursives, l'état des douches, l'état du système électrique, la sécurité incendie. Vous savez que on parle énormément de ce drame atroce en Suisse avec tous ces gosses qui sont morts. Et nous, très souvent, on a le cœur qui descend dans l'estomac en voyant l'état de la sécurité de certains endroits qu'on visite. Quand vous parlez de sécurité, qu'est-ce que c'est ? C'est dans les prisons, par exemple, il y a des prisons qui ne sont pas aux normes ? Pas aux normes de façon stupéfiante. Pas aux normes, c'est-à-dire vous entrez dans une cellule, vous voyez une prise, les fils, et puis une prise qui pend, des fils parfois dénudés, et puis plein de rallonges qui viennent s'accrocher là, puisqu'ils sont 3-4 par cellule. Donc autant d'appareils, et parfois des bouilloires, des trucs comme ça. D'abord des bouilloires qui marchent toute la journée l'hiver, tellement il fait froid. Vous allez dans des coursives. Regardez, pendant qu'on était à Grenoble-Vars, c'est les détenus qui se sont rendus compte que dans la cour de promenade, le mur allait s'effondrer. Le mur s'est effondré. Il y a eu un incendie aussi dans le même établissement pendant qu'on y était. Il y a des feux de cellules. Il y a des pauvres gars qui se suicident en mettant le feu à la cellule. Mais vous frémissez en permanence de l'état
de sécurité, d'insécurité et de mise en danger des autres, des détenus et du personnel d'ailleurs, qui règnent dans ces lieux-là. C'est ça, c'est que pour le personnel aussi, c'est difficile. À nous, on ne manque jamais de souligner que, certes, les détenus sont à l'abandon, abandonnés par l'État et les autorités, mais que le personnel également. Et or, c'est pas des façons de faire surveiller, faire garder des gens. Les surveillants, ils n'ont pas la moindre envie de ce qu'on leur fait faire. Ils commencent leur métier, on leur apprend que la norme, c'est 1 pour 50 ou 60 détenus. Ils se retrouvent à la tête ils sont 1 pour 120, 130 détenus. Ils cavalent sans arrêt pour ouvrir, fermer des portes. Les violences montent, évidemment. Tout le monde devient dingue. Les détenus vous le disent, ils disent les surveillants, ils pètent les plombs, mais c'est normal, on est trop. Et les surveillants nous disent moi, détenu, je refuserais de rentrer dans cette cellule pourrie. C'est vrai qu'on oppose souvent les surveillants et les détenus, mais dans les faits... C'est un cliché, je trouve. Oui, comme partout, il y a des gens qui sont peu agréables parmi les détenus et peu agréables parmi les surveillants. Vous savez, il y a la même proportion de gens un peu partout. Mais simplement, moi, on les voit bien. Et vous savez, quand on reste un moment, on voit les comportements. On les capte bien. Les gens nous oublient un peu. On voit très bien qu'il y a des surveillants qui sont impeccables et d'autres moins. Mais c'est vrai qu'il y a de quoi devenir dingue. Ça, que ça soit de la part de, je sais pas, des directeurs de prison, de surveillants, etc., est-ce que les gens vous parlent assez facilement, le personnel ? Très facilement. Oui, très facilement. Je vous dirais que ça peut paraître surprenant, mais en prison, on est accueillis à bras ouverts. Parce que les gradés, comme les surveillants, comme les éducateurs, savent qu'on va pousser des hurlements, qu'on va les aider, qu'ils pourront se servir de notre rapport comme d'un levier pour dire « Regardez tout ce qui ne va pas. Regardez nos conditions de travail. Regardez les conditions dans lesquelles on laisse vivre des gens. » Voilà. Donc on est plutôt très bien accueillis. La direction, très facilement, vraiment. Je crois que ça m'est arrivé qu'une ou deux fois de me prendre la tête. Les gradés aussi, et les surveillants, non, pareil. Parfois, ils préfèrent parler sous l'emblème d'un syndicat parce que c'est plus cool, mais ils savent aussi que ça les protège mieux. Ils savent aussi et on leur dit bien que tout est anonyme, on répète rien, on donne pas les noms de qui nous a parlé. On a beaucoup parlé des prisons. J'aimerais revenir sur un autre type de lieu que vous contrôlez, c'est les hôpitaux psychiatriques. Oui. Vous avez sorti un rapport au mois de décembre qui parle des conditions d'enfermement des mineurs en psychiatrie. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Oui, bien sûr, parce que c'est extrêmement préoccupant également. Il y a une crise énorme dans la psychiatrie, à l'hôpital public. C'est-à-dire, il n'y a plus de psychiatres pour exercer dans le public. Spécialement en pédopsychiatrie. Il y a des départements, des régions qui sont des déserts de la pédopsychiatrie. Or, il y a énormément, et on en parle beaucoup, d'enfants abîmés. Et d'enfants placés, d'enfants... Alors, ces enfants-là, ils terminent souvent à l'hôpital psychiatrique parce qu'ils n'ont pas été repérés, pris en main, soignés avant. Soit que leurs parents n'ont pas fait attention, n'ont pas remarqué, soit que même placés à l'aide sociale à l'enfance, personne n'est rien remarqué. Soit qu'ils soient autistes et qu'ils soient enfermés en psychiatrie alors qu'ils n'ont absolument rien à faire là. Mais rien. Et donc, ces pauvres enfants, parfois, sont enfermés aussi avec des adultes quand il n'y a pas... Parce qu'il n'y a pas suffisamment de place du coup dans les unités. Ou qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas de service de pédopsie. Donc ils vont avec les majeurs, avec tous les risques que ça comporte, et qui ne sont pas que des risques rêvés ou fantasmés. Ce sont des risques qui malheureusement se sont concrétisés. Voilà. Et donc
la psychiatrie n'y échappe pas. Et donc, nous, c'est vrai qu'on on prône un statut véritable de l'enfant en psychiatrie qui interdise, qui lui crée des droits déjà, qui ne le fasse pas rentrer dans des fichiers non plus, et qui interdisent pour lui ce qu'on appelle les mesures d'isolement et de contention. Contention, c'est le fait d'être attaché sur un lit ou sur une chaise par 5 points. Ça, on ne se rend pas compte que c'est possible d'attacher des enfants Oui, c'est possible. Et c'est illégal. Mais quand ça n'est pas tracé, ça disparaît. Alors que pour les adultes qui sont placés en isolement et en contention, on doit absolument déférer ces mesures devant un juge des libertés et de la détention. Eh bien, pour les plus vulnérables de nous tous, que sont les enfants, c'est pas la peine. Ce n'est pas tracé. Et ce qui est compliqué, c'est que, comme vous disiez, ça fait partie des personnes les plus vulnérables de la société qui déjà ont des problèmes de santé, en plus sont mineurs. Oui. Et qui n'ont pas de proches, n'ont pas de famille, et du coup, pour se rendre compte que ce qu'ils vivent n'est pas normal, j'imagine que c'est pas forcément évident non plus. C'est pas évident, ils n'ont pas de voix, comme vous dites. Donc là-dessus, il faut qu'on soit alerté par des parents ou par des soignants qui sont outrés et qui nous saisissent. Ça arrive plus souvent qu'on le pense. Hein. Les soignants ou un prof ou des parents, parfois. Mais ça, je me dis justement, la contention, vous me dites que c'est interdit. Et du coup, quand vous publiez enfants. Pour les enfants, mais quand vous publiez un rapport justement en décembre en disant que la contention est utilisée dans certains hôpitaux, qu'est-ce qu'il y a comme conséquence derrière, une fois que vous avez sorti ce rapport ? Il faut que nous, quand on assiste à des choses illégales, on les dénonce au procureur, premièrement. Ce qu'on fait quand on voit des choses illégales, on les dénonce. Et d'un. Et de deux, faut continuer à porter ce combat pour un statut plus respectueux des droits des enfants. Des enfants fous, c'est d'une tristesse horrible. Vous ne trouvez pas qu'on soit obligé de venir dire écoutez, les enfants autistes, ils n'ont pas à être en psychiatrie, ils ne sont pas fous. Et quant aux enfants qui sont fous, s'il vous plaît, épargnez-leur des techniques qu'on a déjà honte de voir appliquées à des adultes. Je parlais d'un troisième type d'établissement dans lequel vous intervenez, c'est les centres de rétention administrative. Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu mieux en quoi ça consiste et ce qui vous choque justement dans les conditions de détention de ces personnes ? Ce sont des sortes de petites prisons, les centres de rétention administrative, qui hébergent, enferment, les étrangers frappés d'OQTF, c'est-à-dire d'obligation de quitter le territoire ou d'interdiction du territoire. Alors, le statut de retenu est très étrange parce que, soi-disant, les gens sont libres, ils peuvent garder leur téléphone à condition qu'il n'y ait pas de caméra dedans, ni qu'ils ne peuvent prendre de photos. Ils sont libres de recevoir des visites, toutes les visites qu'ils veulent, etc., etc. En fait, moi, je vois avec l'expérience et le temps qui est passé sur les CRA que j'ai visités, quand j'ai pu en visiter, quand j'étais journaliste, ne pas y rester, mais aller les voir au moins dehors, c'est de plus en plus carcéral. Alors, vous avez ce qu'on appelle les zones administratives, où se tiennent les associations qui aident les migrants, les traducteurs, les médecins, etc. Et puis, vous avez les zones de vie, que nous, on a fini par appeler zone de peur, parce que ce sont des policiers qui gardent les retenus dans les CRA. Ah oui, donc ils y restent. Moi, j'ai connu ça, c'était 8 jours, la rétention. Puis ça a été 15 jours, etc. Ça s'est allongé. Maintenant, c'est 90 jours, oui. Ce qui fait 3 mois. Or, passer 3 mois là-dedans, vous savez, quand on y va, les gens... Les retenus s'accrochent à nous, ils disent « S'il vous plaît, aidez-moi à retourner en prison, c'était le paradis. » Alors c'est pour vous dire que c'est pas trop la joie.
Bon, il y a l'angoisse, parce que les gens jouent leur vie, là. Ils vont repartir, peut-être, dans leur pays. Oui, c'est l'angoisse de l'incertitude aussi. Ils sont Total. là-bas sans comprendre. Est-ce que je vais partir ? Si, ils comprennent quand même qu'ils doivent repartir. Ils savent qu'ils n'ont pas de papier. Parfois, ils ont été conseillés mal, certainement, par des gens qui leur ont dit vas-y, déchire tes papiers, comme ça tu repartiras jamais. Certes, tu repartiras jamais, mais en attendant, tu vas passer ton temps à entrer et sortir du centre de rétention, et ensuite à entrer et sortir de la prison, parce que c'est entrave à mesure d'éloignement, ça vaut tant de mois de prison. Ensuite, ils sortent de prison, ils retournent au centre de rétention. Les prisons, les surveillants appellent ça les portes tournantes. Les gens des étrangers qui font le tour entre les deux. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez ? Il y en a presque 500 à Toulouse-Seyss, à Bordeaux-Gradignan, à Nanterre, à Perpignan, à Marseille. Et ça tourne et ça tourne. D'abord, ça coûte très très cher. Ensuite, la France est devenue une machine à fabriquer des OQTF, délivrer des OQTF. Donc plus on en fabrique, plus le ratio d'expulsion descend. Donc, certes, il est en train de monter un peu, mais on ne peut pas dire... c'est pas que je souhaite que les gens soient expulsés, mais normalement, la loi veut que vous restiez enfermé dans un centre de rétention le temps strictement nécessaire à la préparation de votre éloignement. Mais quand l'éloignement est impossible, quand un pays ne délivre pas le laissez-passer consulaire qui est obligatoire pour repartir, les personnes sont bloquées. c'est terminé. Et quand je vous dis qu'il y a des gens qui les conseillent mal en leur disant « déchire tes papiers, planque-toi », au fond, ils se retrouvent sans nationalité, les pays d'origine trop contents, parce que pourquoi voulez-vous qu'ils reprennent un gars qui fait le tour entre la prison et le CRA ? Ils ne le reprennent pas. Ben, il dit non, c'est pas à nous. Donc il n'y a aucune preuve que le gars est algérien, tunisien, marocain. Et donc, il reste bloqué là. Et je ne sais pas qu'est-ce qui est le pire. Depuis que vous occupez ce poste, donc depuis 2020, est-ce que votre regard sur les lieux d'enfermement a changé ? C'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Oui, c'était des lieux que vous connaissiez déjà. Oui, mais je les connaissais pas comme je les connais aujourd'hui, justement. Et c'est toute la différence entre savoir et voir. Et c'est pour ça que on incite énormément tous ceux qui peuvent y aller à y aller, et notamment les magistrats. Or, les magistrats n'y vont pas assez. Et je trouve assez insensé de penser que des personnalités comme eux, qui ont quand même, qui possèdent le savoir, l'intelligence, la réflexion, qui sont gardiens de nos libertés constitutionnellement, ne se rendent pas dans les endroits où ils envoient tant de monde. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez découvertes auxquelles vous ne vous attendiez pas Je m'attendais pas à manquer de tomber raide en ouvrant la porte, en me faisant ouvrir la porte d'une cellule et d'y trouver 3-4 gars entassés avec le matelas par terre et avec des cafards qui roulent partout, avec du papier toilette qui se mettait dans les oreilles et le nez pour empêcher. Vous voyez, c'est une chose quand je vous le dis, et puis quand je l'ai vu, c'en était une autre. De voir, d'assister, de comprendre que dans telle cellule, à la prison, une prison où on était, il y avait des surveillants qui tabassaient des détenus. Et que dans la prison, tout le monde faisait semblant de ne pas le savoir. Chacun la main sur le cœur, alors que manifestement, tout le monde le savait. C'est dans les hôpitaux de voir... on m'avait prévenu que c'était très différent et très dur. C'est, par exemple, la gérontopsychiatrie, les services fermés. Je peux vous dire que, comme disait Bette Davis, vieillir, croyez-moi, c'est pas une affaire de mauviette, mais voir ça non plus. Parce que toutes ces personnes âgées, perdues, le regard dans le vide,
vous savez, des femmes, les jambes écartées, sans plus rien, enfin, une clope au bec, c'est d'une tristesse, c'est d'un cafard. Et les gosses enfermés en psychiatrie, les autistes qui caressent la main des infirmiers quand ils sont gentils. C'est là que j'ai appris, par exemple, que les autistes ne savent pas mentir. Et que si ils se lovent contre leurs soignants, c'est qu'ils sont bien traités. Que sinon, ça n'est pas possible. Oui, j'ai appris tellement de choses au contrôle général. J'en suis très reconnaissante à mes collègues. Et puis, moi, c'est ce que j'ai fait de mieux dans ma vie. Et justement, parce que ça m'a permis d'approcher ce qui auparavant me fascinait, mais me fascinait pas de façon malsaine. Hein. C'est parce que le monde judiciaire me fascine. Les procès, les fous, les étrangers sans papier, les sans-logis, tout ça, ce sont des sujets qui me... J'ai eu tellement de chance dans ma vie que, je sais pas, ça doit être par ricochet. Je me dis, il faut bien que je la rende d'une façon ou d'une autre, cette chance. Et peut-être c'est en faisant, en tout cas, avoir eu la chance d'être choisie pour exercer cette mission. Oui, c'est ce que je ferai jamais de mieux dans ma vie, je pense. Je reviens sur la question de l'enfermement. C'est quoi qui est le plus difficile pour les personnes enfermées, de ce qu'on vous dit ? L'humiliation, je crois. Le manque et l'humiliation. En prison, l'humiliation, elle vient tout de suite. Vous entrez, vous avez envie d'aller aux toilettes. Vous allez y aller, mais devant tout le monde. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, y a des gens qui se retiennent jusqu'à ce que ça explose, malheureusement. Des gens qui ne vont pas aux promenades, parce que comme ça, ils vont être seuls dans la cellule. Et d'autres qui arrêtent de bouffer, pour moins évacuer. Écoutez, voilà, tout se passe devant tout le monde. Aucune intimité. C'est humiliant au possible. Vous appelez au secours, vous dites qu'il y a des cafards, des punaises de lit. Les gars, je rentre dans une cellule. Ils me disent, asseyez-vous, madame. Non, vous asseyez surtout pas. Puis ils montrent leurs bras, leurs jambes remplies de piqûres bouffées. C'est ignoble. En psychiatrie, quand vous voyez quelqu'un de contenu, je peux vous dire aussi que ça vous soigne, hein, parce que c'est quand même la pire des atteintes à la liberté qui puisse exister. Il n'y a pas plus atroce. Et vous êtes obligé... parfois, il n'y a même pas de sonnerie. Vous faites sous vous. C'est ça qu'ils vous racontent, les gens qui ont été contenus. Et c'est ça qu'ils nous écrivent après avoir été contenus. L'humiliation, je pense que c'est énorme. Oui, le manque aussi... le manque de liberté, c'est sûr. Et d'individualité aussi, je me dis, parce que du coup, on n'est plus qu'une personne parmi tant d'autres. Ah oui, ça va avec. Oui, c'est l'indifférence. La peur. Beaucoup de peur. Mais vraiment beaucoup. Dans les CRA, par exemple, il y a des rixes en permanence. C'est pour ça que je vous disais, les zones de vie, on les appelle zones de peur, parce que c'est la loi du plus fort qui s'installe. Il y a sans arrêt des bagarres. Des rixes même très durs, et les policiers ne rentrent pas. Donc, vous voyez, il y a des gens qui tendent des draps et des serviettes devant leur porte et qui accrochent des petits objets métalliques pour que si, pendant la nuit, il y a une intrusion, ils puissent réagir. Franchement, c'est pas des conditions très... Et souvent, je pense à notre devise liberté, égalité, fraternité. Je crois qu'il ne nous reste plus que la fraternité. Ce que je me suis dit en préparant cette interview aussi, c'est que votre action, en fait, n'importe qui peut être concerné. Parce que même si on connaît personne qui est en prison, on peut tous être amenés à aller un jour en psychiatrie ou connaître quelqu'un dont c'est le cas, aller en garde à vue, enfin voilà le... Si l'adage qui veut qu'on soit à 5 personnes les uns des autres, donc à 5 personnes, je sais pas...
d'Emmanuel Macron ou de Donald Trump ou de je ne sais pas qui, a fortiori, on est certainement qu'on connaît quelqu'un qui a fait un séjour en prison, ou un séjour en psychiatrie ou en CRA, ou qui connaît quelqu'un dont un proche est proche de quelqu'un qui est retenu, c'est sûr, bien sûr. Ça nous concerne tous. Simplement, c'est très facile d'en détourner le regard. Puis faut reconnaître. Moi, grâce aux journaux que je remercie, chez qui j'ai travaillé, j'ai une carapace parce que c'est tellement de fois vous envoyez sur les roses en disant t'es bien gentil avec tes sujets, mais tu nous emmerdes, quoi. T'es taulard, t'es sans papier, t'es sans logis. Vas-y, laisse-nous, tu t'ennuies tout le monde, c'est anxiogène, le grand mot. Et puis surtout, personne le lit. Ça me sert beaucoup dans ce métier que je fais maintenant. Beaucoup parce que, évidemment, qu'on se heurte à l'indifférence des autorités qui vous racontent que tout va bien, que il y a des déclarations dans tous les sens pour dire que ça va aller mieux. En 2017, on est contre la construction de nouvelles prisons puisqu'on pense qu'elles vont se remplir. Mais un programme 15 000, le 18e programme 15 000 a été annoncé. Pour construire 15 000 places supplémentaires. Oui, le programme 15 000 places supplémentaires, c'est quand je dis le 17e, j'exagère à peine. Et ça, là, il y a 4 000 places en plus depuis 2017. Donc, et ça déborde comme jamais. Donc, voilà, les hôpitaux, on en traverse aussi, qui sont horriblement délabrés. Vraiment délabrés. Et qu'est-ce qui fait que vous réussissez à garder espoir que les choses s'améliorent quand vous constatez la dégradation des établissements, le manque de personnel, etc. D'abord parce que on est plusieurs au contrôle, on est quand même un peu plus de 60 et que c'est très réconfortant de travailler tous dans le même but, tous dans la même direction, tous même si on s'engueule sur certains points, tout notre but c'est que ça aille mieux dans ces lieux-là. Donc ça réconforte. Si vous vous sentez pas bien, vous allez voir quelqu'un, vous asseyez dans le bureau, vous dites ah là j'ai vu un truc. C'est réciproque, disons. Et puis j'ai dans mon caractère aussi beaucoup d'optimisme. Et là, il est un peu douché, c'est vrai. Mais je me dis que c'est pas possible que ça ne change pas. Et en plus, sans jouer les Cassandres, je sais pas quoi, mais franchement, il y a des endroits qu'on visite où on a peur qu'il y ait un drame, un énorme drame. Merci beaucoup. Avant de conclure l'entretien, j'aimerais juste parler un petit peu du podcast que vous avez co-réalisé récemment, qui s'appelle Les Enfermés, dans lequel vous donnez la parole à la fois au personnel et aux usagers de ces lieux de privation de liberté. Pourquoi vous avez décidé justement de faire ce podcast et de leur donner la parole ? Figurez-vous que moi, j'ai écouté qu'un seul podcast à peu près dans ma vie, qui est celui La Grande Traversée de Joseph Kessel. Mais j'en entends tellement parler que je me suis dit, mais pourquoi nous, on ne ferait pas un podcast ? Puisqu'après tout, on est les seuls à pouvoir rentrer dans tous ces lieux à la fois, pouvoir parler à tout le monde et faire parler tout le monde. Et j'en ai parlé avec Marie Goicoechea, qui est une collègue qui s'est formée au podcast, que ça passionnait. Et c'est à elle qu'on doit ce podcast à tout le CGLPL, je dirais, parce que tout le monde s'est réuni pour que il devienne possible de le réaliser et que tout le monde a pris sa part dans ce travail, mais c'est elle qui, de A à Z, l'a réalisé. Et franchement, il est magnifique. Moi, je suis d'une fierté avec ce truc. J'adore. C'est vrai que tout le monde, si vous l'avez écouté, tout le monde en fait parler. Tout le monde, les gens qui y vivent, ceux qui y travaillent, ceux qui y sont enfermés, et les proches. Et je trouve que ça apporte un autre regard, une autre oreille. Merci beaucoup.
d'avoir Merci été à avec vous. nous. Donc, je rappelle le nom de votre podcast, Les Enfermés, en 6 épisodes, du coup, Oui. et que je vous recommande d'écouter. C'est la fin de cet entretien. Merci Dominique Simoneau d'avoir été avec nous et merci à vous de nous avoir suivis. Grâce à vos dons, le média a récolté plus de 200 000 €. Pour continuer de nous aider à concurrencer l'empire médiatique des milliardaires, rendez-vous sous soutenez.lemediatv.fr.